On a cette sensation, là on voit que la région est en train de se vider de ses habitants. Marianne le racontait extrêmement bien. On a la sensation que ce sont des scènes de déjà-vu, avec des situations absolument dramatiques. On pense notamment à Avdiivka ou Bakhmout. Est-ce qu'il est possible de revivre exactement les mêmes scénarios ? On peut se dire que des leçons ont été tirées. Peut-être pas. Des leçons ont été tirées par les Ukrainiens, sans doute, sur le fait de ne pas avoir à s'acharner sur la défense de villes quand elles ne valent plus la peine au plan stratégique. On avait beaucoup dressé de parallèles entre Bakhmout et Verdun, parce que l'objectif des Allemands à Verdun était de saigner à blanc l'armée française en la concentrant avec des pertes massives sur un objectif qui était somme toute secondaire. Sauf que Pokrovsk n'est pas secondaire, c'est un centre névralgique pour les forces ukrainiennes. L'autoroute M30, par exemple, qui va jusqu'à Kiev et qui est vraiment essentiel dans l'effort de guerre ukrainien. Et il y a enfin le fait que si ce verrou-là saute, il y en a enfin un dernier, Chassivyar, devant Kramatorsk, là ça parachèverait quand même des progrès beaucoup plus importants des Russes à l'échelle de tout le Donbass, notamment pour prendre l'oblast de Donetsk. Là ce serait un vrai gage territorial pour Poutine. Et enfin, dans la scène, vous parlez du déjà-vu, il y a aussi l'aspect pour les militaires d'accélérer les évacuations. Pourquoi ? Si je fais une comparaison avec la première attaque russe contre Kharkiv au printemps 2022, il y avait 600 000 réfugiés en 72 ou une centaine d'heures. Et évidemment que les militaires ne veulent pas revivre ce genre de scénario. Ils ne veulent pas d'un exode au moment où eux vont devoir massifier leurs moyens et surtout éviter, j'en termine là, que cette ville de Pokrovsk devienne un chaudron où l'armée ukrainienne serait de plus en plus encerclée par les Russes. Les Russes, ils progressent au sud-ouest, moins au nord, mais ce sera évidemment le cas dans les semaines qui viennent. Ils ne veulent pas, les Ukrainiens, avoir affaire à un tel scénario. Ouais, l'avancée russe jusqu'à Pokrovsk, elle est inéluctable ? Alors, rien n'est inéluctable ou inexorable, mais les précédents que vous citiez, que ce soit Avdiivka ou Bakhmout, nous invitent à un certain pessimisme concernant l'avenir proche de Pokrovsk. Vous ajoutez à cela l'ordre, puisque c'est bien cela qui a été intimé à la population, celui de quitter. Il y a un délai très précis qui a été donné ces 2 semaines, et cet ordre est tombé hier ou avant-hier. Il paraît assez clair. Aurélien a très bien abordé la partie militaire. Je pense qu'il ne faut jamais oublier, et Marine et Marianne qui sont sur le terrain livrent des reportages troublants qui sont là pour nous le rappeler, l'aspect humain de ce qui est en train de se dérouler. Vous avez parlé de quelque chose de dramatique, j'ai presque envie d'aller plus loin et de parler de tragique, avec en mémoire cette image qui vraiment m'a troublé. Vous savez, on parle beaucoup de la maternité de Pokrovsk, et Marine et Marianne sont rentrés dans cette maternité où ils nous ont montré le matériel le plus sophistiqué qui est emballé, puisqu'il va être acheminé dans une autre localité. Et puis elles sont rentrées dans une chambre, puisque c'est une maternité qu'on parle, et il y avait là une jeune femme ukrainienne avec un bébé qui venait de naître, qui est dans les heures les plus fragiles de la vie, qui a choisi de donner naissance à son enfant là, pour des raisons que j'ignore, puisque cette femme n'a pas pu s'exprimer, mais on devine ce qui la traverse, à la fois l'immense joie de donner la vie et celle de devoir, encore une fois, dans ces moments les plus fragiles, de devoir partir pour aller où ? Je ne sais pas, chez qui ? Je n'en sais rien, avec un enfant qu'elle vient à peine de nommer. Et c'est aussi cela qui est en train de se jouer quand vous parliez de déjà-vu. Ces scènes, on les a vues, ces ballets absolument dramatiques et tragiques, avec en miroir, puisque cette femme, je l'espère, partira avec son nouveau-né, celles et ceux qui, au contraire, vont faire le choix, pour des raisons qui leur appartiennent, de rester, en dépit des ordres de l'administration locale et nationale qui dit qu'il faut partir. C'est effectivement assez saisissant et c'est épouvantable, et ça rappelle la dure loi de la guerre, effectivement. Sur cette situation militaire, le président ukrainien a pris position et lui, il se montre plutôt optimiste. Écoutez. Chers Ukrainiens, tout d'abord, plusieurs rapports du commandant en chef Syrski ont déjà été publiés. Il s'agit principalement de la direction de Pokrovsk dans notre région de Donetsk. Nous comprenons les mouvements de l'ennemi et nous renforçons nos positions. Nous renforçons nos positions. Est-ce que ce sentiment, on va dire, assez optimiste est partagé sur le terrain ? Justement, donc Marianne et Marine, vous êtes toujours avec nous en direct. Alors là, cette fois, vous êtes bien à Pokrovsk même. Vous avez visiblement rencontré des militaires, des soldats. Que vous disent-ils ?
Alors nous étions il y a quelques minutes seulement avec l'officier de presse, c'est lui qui s'occupe des relations avec la presse de la 109e brigade, qui est donc stationnée tout près de Pokrovsk, qui ne donne pas évidemment leur position exacte. Il nous disait que la situation là-bas était complètement dramatique. Et lui-même, qui normalement devrait s'occuper de la presse, il n'en a plus le temps parce que lui aussi se bat avec ses camarades. Ils sont, il nous disait, de l'ordre de 2 contre 10. Il manque cruellement de matériel, de canons, parce qu'il nous dit que d'autres brigades aux alentours, avec lesquelles ils sont en relation, nous disent qu'ils ont même perdu des canons César. Ils perdent de la grosse artillerie tous les jours. Là, ils sont en train de creuser de nouvelles tranchées autour de Pokrovsk et de renforcer les autres. Mais il nous disait qu'il n'allait pas tenir très longtemps parce qu'en fait, c'est la tactique russe. Une fois que les Russes vont avancer et vont voir en fait que les Ukrainiens sont là et qu'ils veulent résister, parce que c'est le sentiment des Ukrainiens. On ne va pas lâcher les positions, on va rester dessus. Moins, on recule à un moment donné parce qu'on veut préserver la vie de l'infanterie, on ne veut pas perdre l'infanterie. Mais à un moment donné, nous disait-il, les Russes vont tellement pousser que, pour avancer plus vite, quand ils vont voir que les Ukrainiens résistent, ils vont complètement raser la ville. Et pour lui, ça ne faisait aucun doute que la ville de Pokrovsk allait être sacrifiée. Il nous racontait qu'il avait loué un petit appartement ici parce que de temps en temps, il revient des positions, et en fait, il a croisé des voisins qui lui disaient mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit rester? Est-ce qu'on doit partir? Et ils lui ont dit mais partez, ne restez pas là, la ville ne va pas tenir, la ville va être complètement rasée. Quant au moral des troupes, c'est assez incroyable, mais il nous disait voilà, les hommes sont extrêmement fatigués, ils n'arrêtent pas de travailler, que ce soit les dronistes, que ce soit les artilleurs, ils n'arrêtent pas évidemment l'infanterie, mais il nous disait les hommes continuent d'avoir le moral et disent qu'on ne lâchera pas les positions. Puis il nous a dit quand même il a donné une petite information sur Koursk notamment, en disant vous savez, ça c'était vraiment quelque chose de politique, de croire que les Russes allaient desserrer les taux de Pokrovsk pour envoyer leurs troupes à Koursk et faire diversion avec Koursk. Nous, on savait depuis le départ que ça ne marcherait pas parce qu'on voit la détermination des Russes à prendre la ville. C'est absolument édifiant ce que vous nous racontez. Merci beaucoup Marianne. Merci Marine également pour les images et merci d'avoir pris le temps d'être une nouvelle fois en direct cet après-midi pour nous raconter ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Et la différence est quand même saisissante entre ce que déclare le président et ces témoignages recueillis par nos reporters sur place. Maintenant, depuis en effet un certain temps, la ville de Force est sous le feu de l'artillerie russe. Et on voit bien que même bien sûr, il y a fortiori pour les villages intermédiaires, au fur et à mesure que l'armée russe avance, mais elle avance quand même assez lentement, la ville sera sous le feu de mortiers qui tirent avec une plus courte portée, mais de manière beaucoup plus précise. Donc là, les destructions seront plus précises et les Russes tirent évidemment aussi sur des immeubles civils pour semer la terreur. Donc il est probable en effet que cette ville sera détruite. Elle le sera partiellement par l'artillerie et puisque les Ukrainiens défendront les positions, elle le sera ensuite probablement par un combat de rue extrêmement meurtrier. Les Russes dans cette affaire veulent que la partie de l'oblast de Donetsk qu'ils contrôlent corresponde à l'oblast administratif tel qu'ils l'ont annexé juridiquement. Et pour cela, ça implique en effet que ce territoire et un peu plus soit passe sous contrôle russe. Donc ils paieront le prix qu'il faudra en hommes et en matériel. Et l'Ukraine, évidemment, y perd également beaucoup d'hommes et même du matériel. On l'a entendu dans votre reportage. Bien sûr.